forme de nombre, de proportion, d'indice, de preuve, de ratio ou de tout. Et nous avons vu, pour calculer un tout, nous avons deux méthodes. En calculant le nombre d'événements au cours du temps donné, divisé par la somme des personnes temps à risque, ou bien divisé par la population moyenne de référence ou à risque au cours de la même période, si la période est d'une unité de temps, telle que l'année. Okay. Nous avons vu comment caractériser les structures d'une population en fonction de l'âge grâce à la pyramide des âges. Et nous avons vu les indicateurs de mortalité générale, le taux brut de mortalité qui mesure la mortalité totale dans une population, quelle que soit la catégorie de la population ou le groupe ou la cause de décès. Les mortalités spécifiques, soit par cause de maladie ou une exposition à un facteur quelconque. La mortalité spécifique par sous-groupe. Et nous pouvons également calculer une mortalité spécifique par cause et par sous-groupe. Nous avons vu la mortalité proportionnelle. Le taux de proportionnel de mortalité, c'est la proportion de décès dû à une cause donnée parmi toutes les causes de décès. Et les taux de létalité, qui est la mortalité due à une cause donnée parmi toutes les causes. La mortalité par une cause donnée parmi l'ensemble des maladies dues à cette cause. Ce qui mesure la gravité de la maladie. Plus la maladie est grave, plus elle sera létale. Alors, ce qui nous reste, c'est les taux de mortalité maternelle et les taux de mortalité de l'enfant et ce qu'on appelle l'espérance de vie. Alors, ces trois indicateurs font partie des indicateurs de développement socio-économique d'une société. Okay. Si pour l'espérance de vie qui mesure la capacité de la population à vivre plus ou moins longtemps, donc ce qui implique un développement socio-économique important, la mortalité maternelle et ceux de l'enfance sont également d'importants indicateurs dus au fait que, en principe, les mères ne sont pas malades. Il n'est pas raisonnable qu'une mère au cours de l'accouchement ou dans la période qui suit l'accouchement. Également pour l'enfant qui naît en principe en bon état de santé, parce que la maladie vient avec l'âge, avec l'exposition. Plus on vit longtemps, plus on s'expose aux facteurs de risque, plus on a de risque de trouver maladie. Cependant, juste après la naissance, ce n'est pas raisonnable également. Donc, ces indicateurs sont calculés de la même façon à travers un numérateur et un dénominateur. Si pour la mortalité maternelle, le taux de mortalité maternelle de numérateur, c'est la mortalité maternelle qui peut définir qu'est-ce qu'une mortalité maternelle. Comment définir une mort maternelle? Pendant la grossesse. Donc c'est tout décès d'une femme pendant la grossesse, l'accouchement ou les 42 jours qui suivent l'accouchement. Donc la période purpurin, une postpartum. Bon, certains peuvent aller jusqu'à une année. Mais en général, on s'arrête au 42e jour. Okay? Donc, quel que soit l'âge de la grossesse, ça veut dire même si une femme qui était enceinte d'une semaine et qu'elle meurt due à sa grossesse, en général, elle est considérée comme mort maternelle. Donc, à l'exception des morts accidentelles en dehors des accidents liés à la prise en charge de sa grossesse. Par exemple, lors d'un accident de la circulation, il ne s'agit pas d'une mort maternelle. Et cependant, pour calculer surtout, donc un numérateur qui est facile, entre parenthèses, facile à calculer, cependant, pour avoir cette statistique, il faudra que quelqu'un remplisse le certificat de décès. Ils disent que cette femme, lorsqu'il s'agit d'un décès d'une femme, une mort maternelle ou pas. Sinon, on n'a pas cette information, il est difficile de recenser les
décès maternel. D'ailleurs, en Algérie, on a une énorme difficulté de calculer ce taux. On fait ce calcul à partir d'extrapolation à partir d'enquêtes de population ou à partir des données régionales. Et lorsqu'on sait que l'Algérie appartient à la zone OMS, d'accord. Dans les zones OMS, il y a la zone euro, la zone Amérique, la zone Europe, la zone Asie du Sud-Est, la zone Pacifique, la zone Méditerranée orientale et la zone Afrique. Alors, l'Algérie appartient à quelle zone? Ce qu'on appelle Méditerranée orientale, ce qu'on appelle l'Afrique. C'est la zone Afrique. D'ailleurs, c'est le seul pays de la Méditerranée qui appartient à la zone. Donc, le Maroc appartient à la Méditerranée orientale, la Tunisie Méditerranée orientale, la Libye Méditerranée orientale, jusqu'à l'Afghanistan. Donc, étant donné que les données de mortalité maternelle sont extrapolées souvent à partir de données africaines, eh ben, il est difficile d'avoir une bonne estimation de ce taux de mortalité. Okay. Donc, vous, futurs médecins, Inch'Allah, lorsque l'ARAL, ça arrivera peut-être, vous serez en phase d'un décès d'une femme, vous noterez dans le certificat, dans la zone, la partie 2, s'il s'agissait d'une mort maternelle, c'est-à-dire si sa femme était enceinte pendant son décès, ou le décès est survenu pendant l'accouchement, ou dans les 42 jours qui suivent l'accouchement. Ok, ça c'est pour le dénominateur. Pour le dénominateur, lorsqu'on veut calculer le taux, donc c'est le nombre d'événements, le tata, c'est soit la population, soit la somme des personnes denses, soit la population moyenne à risque ou de référence. Alors, quelle est cette population moyenne de référence pour les femmes pour le décès maternel? Donc, quelles sont la population des sujets à risque de décès maternel? Donc, qui a risque de décès maternel? Le décès maternel, c'est une femme qui est enceinte pendant l'accouchement. Donc, mon dénominateur va connaître l'ensemble des femmes enceintes dans la communauté, l'ensemble des femmes qui sont en train d'accoucher dans cette communauté, et l'ensemble des femmes qui étaient enceintes il y a 42 jours. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas même pas l'estimer. En fait, madame, elle est enceinte, non, elle est enceinte, non. Donc, on va faire une sorte d'estimation. On va l'estimer à partir des naissances suivantes. Les naissances suivantes, c'est facile à estimer parce qu'on a toute naissance qui est enregistrée à l'état civil. Donc, en réalité, ce taux de mortalité maternelle n'est pas un véritable taux, parce que maintenant, c'est la population à risque. On a des nouveau-nés. Donc, on a des femmes, on a des nouveau-nés. C'est quoi comme indicateur? Le type d'indicateur? Les femmes, les nouveau-nés. Les nouveau-nés, les femmes n'appartiennent pas aux nouveau-nés. Okay. Alors c'est quoi? Je souviens qu'il y avait des proportions, des cotes, des ratios, des indices. Est-ce que c'est une proportion? Non. Oui ou non? Est-ce que c'est un ratio? Est-ce que ce sont deux catégories de la même population? Non, d'accord, c'est la même chose qu'un ratio. Ils sont complémentaires. تقدر تشوفوا لي ولا تكتبوا حاجه لله والو نكتب حاجه يشوف انديس واش سي كوا انديس ديفيرون دونك عندنا كما دي hommes هنا عندنا les femmes des bébés. Donc en réalité c'est un indice. D'ailleurs dans certaines publications au lieu de taux de mortalité maternelle vous allez trouver indice de mortalité maternelle. C'est Hajj ou Sahaj. Taux de mortalité maternelle, indice de mortalité maternelle. C'est juste un abus de langage. Généralement, en statistique ou en épidémiologie, on va utiliser le mot taux pour tout, y compris pour des proportions.
D'ailleurs, on a le taux proportionnel de mortalité, il s'agit bien d'une proportion. Le taux de létalité, il s'agit bien d'une proportion, mais on l'appelle par excédentaire de P. Donc, on va également multiplier ce taux par une puissance visite, généralement 10 puissance 3. Donc, ça sera exprimé pour 1000 naissances vivantes. Temps de décès maternel pour 1000 naissances vivantes. On dit les naissances vivantes parce qu'elles donnent une assez bonne estimation du nombre de femmes qui pouvaient être à risque de décès maternel au cours de l'année. Donc, pour la mortalité de l'enfant, l'enfance, elle a plusieurs âges. Nous avons déjà un âge avant la naissance. Donc, c'est la période fétale. Ok. La période fétale commence de la 28e semaine d'aménorrhée jusqu'à la naissance. Puis, à partir de la naissance, nous avons une période qu'on appelle néonatale qui va jusqu'au 28e jour de vie. Cette période néonatale peut être divisée en deux, précoce jusqu'au 7e jour et tardive. Du 7e au 28e. Je vois, je suis un peu de la pédiatrie. Hein? Ça remonte à loin. À partir de la 28e jour de vie, nous avons jusqu'à 1 an la période post-néonatale. Et la période de la naissance jusqu'à 1 an est appelée période infantile. Et la période de 1 an à 5 ans est appelée juvénile. Et de la naissance à 5 ans, nous avons la période fétale et jusqu'à 7 jours de vie est appelée périnatale. Et nous avons la mortalité fœto-infantile de la période fétale à 1 an. Donc nous avons des périodes qui sont après la naissance, où l'enfant est vivant, et des périodes qui concernent la période fétale. Donc lorsque l'enfant meurt dès le 7, il est déjà mort-né. Donc ce sont des mortinatalités qu'on appelle. Donc des périodes qui concernent la période de vie et des périodes qui concernent avant la naissance. Nous avons avant la naissance la mortalité fétale, la mortalité périnatale, la mortalité fœto-infantile. Okay? Donc, tout décès au cours de cette période, par exemple entre la naissance et le 28e jour de vie, est appelé mortalité néonatale. Okay? Donc, on peut calculer autant de taux de mortalité de l'enfant que de période. Donc, le taux de mortalité néonatale précoce, ce sera l'ensemble des décès d'enfants nés vivants décédés avant le 7e jour. Okay? La mortalité néonatale, ce sera l'ensemble des décès d'enfants nés vivants avant le 28e jour. C'est-à-dire qu'il faut aller qui naissent vivants pour estimer ce taux. Okay? Et le numérateur, le dénominateur, ce sera l'ensemble des naissances vivantes. Donc le taux de mortalité néonatale, ce sera l'ensemble des décès d'enfants nés vivants avant le 28e jour de vie, au cours de la période en général l'année, divisé par l'ensemble des naissances vivantes au cours de la même période. Donc tous les dénominateurs concernant la mortalité d'enfants nés vivants est divisé par l'ensemble des naissances vivantes. Lorsqu'on s'intéresse à la mortalité fœtale, périnatale et infantile,
un fœton infantile, on va diviser par l'ensemble des naissances, qu'elles soient mortes ou vivantes. Ok? C'est bon? Alors, le dernier indicateur de grossesse qu'on va s'intéresser, c'est l'espérance de vie. Alors, l'espérance de vie, alors on s'intéresse plus à l'espérance de vie comme indicateur de développement socio-économique que le taux brut de mortalité. Alors, c'est lié à une propriété plutôt mathématique. C'est que le taux brut de mortalité, il est influencé par la structure de la population. Et le taux brut de mortalité n'est qu'une moyenne des taux spécifiques. Et dans une population où il y a beaucoup de jeunes, le taux brut de mortalité sera influencé par le taux de mortalité des personnes jeunes. Dans une population, par exemple, d'un pays développé, il y a beaucoup de personnes âgées, le taux de mortalité sera influencé par le taux spécifique de mortalité des personnes âgées. Il aura tendance à tirer. Donc il arrive parfois, on va se retrouver avec des taux bruts de mortalité d'un pays en développement et d'un pays développé équivalents. Cependant, lorsqu'on va analyser la structure de ces décès en fonction des âges, nous allons retrouver que les décès dans les pays en voie de développement par âge étaient plus élevés que ceux des pays développés. Juste parce qu'en fin de vie, dans les pays développés, parce qu'ils vivent assez longtemps, jusqu'à 80 ans, et bien le taux de mortalité sont importants. Ils ont tendance à élever le taux brut de mortalité, comme pour la moyenne. Lorsque vous avez un 20 dans une matière, il a tendance à tirer votre moyenne vers le haut. Donc, pour éviter cela, on a deux façons. Soit de calculer un taux standardisé de mortalité. Donc, on va supposer que nous avons créé une structure de population virtuelle, appliquer les taux spécifiques de la population qu'on veut calculer à cette structure de population et calculer un taux brut de mortalité ajusté ou corrigé. Ou bien de calculer l'espérance de vie. C'est pour ça que l'espérance de vie est plutôt utilisée que le taux brut de mortalité dans les études comparatives. Lorsqu'on veut comparer des pays, on va analyser plutôt l'espérance de vie ou que le taux brut de mortalité. La question c'est qu'est-ce qu'une espérance de vie? Combien est la durée de vie? La durée de vie. Donc, ça serait plutôt une moyenne, c'est-à-dire la moyenne d'âge de la population. C'est ça. Donc, pour connaître la moyenne d'âge d'une population, par exemple, je veux connaître les personnes qui sont nées en 2018, leur moyenne d'âge jusqu'à leur mort, je dois attendre que le dernier né en 2018 décède pour connaître son âge. Donc, on a avec la voiture d'un voyage dans le futur, la retour vers le futur, dans l'an 2046, en espérant que tout le monde est mort, sinon je vais encore dans la futur. On cherche l'état civil, on cherche l'âge de décès de la femme, on la moyenne, le présent ou le passé, ça dépend. Et je me rends compte que les enfants qui sont nés en 2018 avaient une moyenne de vie de 70 ans. C'est ça? Tu veux dire? Voilà, c'est ce que il est né, il a vécu moins de jours. Donc ça أخذ واحد عاش نهار، واحد عاش نهارين، واحد عاش ثلاثة، واحد عاش أربعة، واحد عاش خمسة، ça fait 1, 2, 3. Je fais la somme et je divise par 5. Et j'ai la moyenne, c'est ça? C'est la moyenne. Je vais prendre par exemple au cours de l'année 2018, il y a eu 100 000 naissances. واحد il a vécu un jour, واحد il a vécu 2 jours, واحد il a vécu une année, واحد il a vécu une année et demie, واحد il a vécu 3 ans. La plupart vont vivre, واحد il est mort à 20 ans d'un accident de la circulation, واحد il est mort à 25 ans, واحد il est mort à 45 ans d'un
d'un AVC ou d'un infarctus, واحد il est mort à 65 ans d'un cancer, واحد il est mort à 80 ans d'un Alzheimer, etc. Et là, je fais la somme et je divise par l'effectif. Ça, à part l'âge de décès, il faudra que je voyage dans le futur. Ce qui est impossible. Donc, ce qu'on va 100 000. Je fais la somme d'aller 100 000 là-bas et je divise par 100. Ok? Ou bien, par exemple, ici, par millimètre un jour, il y en a eu 1000, millimètre à 2 jours, il y en a eu 500, etc. Je fais 1 fois 1000 plus 2 fois 500, plus etc. Et je divise. C'est la moyenne comptée par les effectifs. 100 000. C'est comme pour les coefficients. Une matière qui a un coefficient de 5, une matière qui a un coefficient de 4, et bien vous faites la note à la moyenne par 5, la note à la deuxième par 4, et vous divisez par n. 5 plus 5. Donc là, la somme de tous les effectifs est bien de 100 000. Et vous verrez ça avec le professeur Hachette lorsqu'il fera le cours sur les statistiques et il nous montrera comment on calcule des moyennes et des moyennes comptables. Alors, là c'est plutôt impossible de voyager dans le futur pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les statistiques de l'année 2017. Ok? Et on va supposer que ces statistiques ne changent pas. C'est-à-dire qu'en 2018, j'ai les mêmes statistiques qu'en 2017. Et en 2019, j'ai les mêmes statistiques qu'en 2017. Et en 2020, j'ai les mêmes statistiques qu'en 2017. En 2030, j'ai les mêmes statistiques qu'en 2017. On va émettre cette hypothèse. Que les choses sont restées figées. Mettre le pitch. Donc, je vais utiliser les statistiques de mortalité spécifiques par âge. Rappelez-vous, je suis un matin 2018, ça n'a qu'un matin à 1 jour, un matin à 2 jours, un matin à 1 an. Celui-là, s'il met 1 jour, il est mort en 2018, il met 1 an, il est mort en 2019. Okay? Donc je vais supposer que les statistiques n'ont pas changé, donc que la mortalité spécifique à 1 an en 2018 est la même que celle à 1 an en 2017. La mortalité à 2 ans en 2019 est la même que la mortalité à 2 ans en 2017. La mortalité à 3 ans en 2020, c'est la même que celle de 3 ans en 2017, etc., etc. Sachant maintenant que j'ai des mortalités spécifiques par âge, je peux calculer le nombre de décès attendus à chaque âge. Donc, à 100 000 naissances. Après une année, combien de décès? Ça sera le taux spécifique de mortalité par 1 an multiplié par 100 000. Si par exemple je dis que le taux spécifique de mortalité 1 an est de 20 pour 1000, il y aurait combien de décès attendus à 1 an? Le taux spécifique 1 an égale 20 pour, sachant que ma population est de 100 000. Nombre de décès attendus. 200. 20 pour 1000, donc ce sera 200 pour 10 000 et 2000 pour 100 000. Ce sera 2000. 2000 décès. On va supposer que maintenant que le taux spécifique à 2 ans est de 15 pour 1000. Il y aurait combien de décès attendus à 2 ans? Attention, il y a un piège. Sachez pour qu'un enfant meure à 2 ans, il doit survivre à sa première année. Donc, parmi les 100 000 qui étaient nés vivants, ils ont survécu à la première année, j'enlève les 2000, soit à peu près 9, 8, c'est ça, 99 800. Et j'applique ce taux spécifique à 2 ans et je calcule le nombre attendu à 2 ans. Et je vais faire ça pour toutes les années.
Et j'ai le nombre de décès à 1 an, attendu à 1 an, attendu à 2 ans, attendu à 3 ans, attendu à 4 ans, attendu à 5 ans, attendu à 6 ans. Et je peux calculer ainsi une moyenne. Cette moyenne est appelée espérance de vie, parce que j'ai émis l'hypothèse que les statistiques de décès n'ont pas changé dans le futur. Ça sera l'âge moyen de décès espéré si les choses restaient les mêmes. Si les choses ne changeaient pas, si la santé restait la même. Donc, en réalité, lorsque la santé s'améliore dans le futur, les gens vont vivre plus longtemps qu'ils n'avaient espéré. Au contraire, lorsque la santé se détériore, ils vivront moins longtemps qu'ils n'auraient espéré. Ok? Donc maintenant, on va s'intéresser à la vie. Donc, les indicateurs démographiques s'intéressent aux événements de la mort, mais également de naissance. Nous avons deux types d'indicateurs, des indicateurs dits de natalité et des indicateurs liés à la fécondité. Ces indicateurs sont intéressants notamment pour la santé des femmes. Okay? Dans une population qui est en bonne santé, elle a tendance à mieux se reproduire qu'une population en mauvais état de santé. Okay? Et ça veut dire qu'elle est capable de se régénérer. Okay? Cependant, lorsqu'il y a une très forte natalité ou une très forte fécondité, elle aura un impact négatif sur la santé des femmes. Une femme qui engendre beaucoup d'enfants aura tendance à perdre son capital santé. Après 10 naissances ou 10 grossesses, elle a tendance à être à la fin télé. Dans la natalité, nous avons deux indicateurs. Nous avons le taux brut de natalité et le taux d'accroissement Le taux brut de natalité, c'est la même chose que le taux brut de mortalité. Cependant, nous avons remplacé les événements liés à la mort par les événements liés à la naissance. Ce sera le nombre de naissances vivantes au cours d'une période de temps. En général, ce sera l'année, divisé par l'effectif moyen de la population de référence au cours de la même période ou au cours de la même année. Alors, le taux d'accroissement naturel, il est dit naturel parce qu'il s'intéresse au seul événement lié au décès et à la naissance. Parce qu'il existe un autre type de taux d'accroissement qui n'est pas forcément naturel, qui va prendre en compte tous les bilans liés au déplacement des populations. Ici, on s'intéresse aux bilans liés à la naissance et au décès. Ça sera la différence entre le nombre de naissances et des nombres de décès divisés par l'effectif moyen de la population. Il peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif lorsqu'il y a plus de naissances que de décès. Il sera négatif lorsqu'il y a plus de décès que de naissances. Ça veut dire que nous avons une population qui a tendance à ne plus se régénérer, telle que la population dans l'Allemagne. L'Allemagne, actuellement, elle a un bilan très négatif. D'ailleurs, ils sont en train d'encourager l'immigration, y compris dans le style, pour pouvoir régénérer et conserver leur industrie. Parce que s'il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus personne qui va fabriquer leur Golf ou leur Mercedes. Ok? À côté de ce taux de brutalité, nous avons le taux de fécondité. Alors, le taux de fécondité, c'est le nombre d'enfants
nés vivant au cours d'une période de temps divisé par l'effectif des femmes en âge de procréer. Il s'agit plutôt d'un indice. Nous avons des enfants et des femmes. C'est l'inverse le taux de mortalité maternelle. Nous avons des femmes et des enfants. Ici, ce sont des enfants sur des femmes. Ce sont le nombre d'enfants par femme. Okay. La question est de définir, c'est dans le dénominateur, quelles sont les femmes en âge de procréer. Alors, une femme en âge de procréer est bien sûr une femme qui est âgée entre 15 ans et 49 ans révolus, ou bien âgée d'au moins 50 ans. On va dire si on fait mathématiquement, ça sera 15. Okay. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore fêté son 50e anniversaire. Elle a fêté son 41e anniversaire, mais qu'il n'a pas encore fêté son 50e. Donc cela, c'est l'effectif des femmes en âge de procréer. Le taux de fécondité, ce sera le nombre d'enfants nés vivant dans une population au cours d'une période de temps, en général toujours l'année, divisé par l'effectif moyen des femmes en âge de procréer au cours de la même période. Alors, à côté, nous avons des taux de fécondité spécifiques par âge. Donc, le taux de fécondité par âge est un taux de fécondité spécifique à un âge particulier. Ça sera donc le nombre d'enfants, de femmes d'un âge particulier, divisé par l'effectif moyen des femmes de même âge. Par exemple, le taux de fécondité des femmes âgées de 20 ans, ça sera le nombre d'enfants nés vivant de femmes âgées de 20 ans sur l'effectif moyen des femmes âgées de 20 ans. C'est pas très compliqué en fait. Si. C'est bon? On a l'impression que alors, cependant, lorsqu'on peut comparer des populations entre elles, la fécondité de deux populations qu'elles ont, par exemple, dans le Mali et dans le Bénin, dans la Belgique, dans le Bénin. Donc, je vais voir les taux de fécondité. C'est un comparable, voilà. Oui. Alors, là, combien de taux de fécondité, c'est qu'il est lié à la structure des âges. Vous savez que les femmes sont plus fécondes lorsqu'elles sont jeunes. Elles ont plus de chances d'avoir d'enfants lorsqu'elles sont jeunes que lorsqu'elles sont plus âgées. Okay? Et lorsqu'on a une population jeune, eh ben, le taux de fécondité global a tendance à être plus grand que lorsqu'on a une population assez âgée. Surtout bientôt ils seront plus nombreux. Donc, je disais, donc, le taux de fécondité âge sensible à la structure de la population, donc on ne pourra pas comparer des taux de fécondité ensemble. On peut avoir des taux de fécondité similaires par âge, mais dû au fait que la structure de la pyramide des âges est différente des deux populations, nous pouvons avoir des taux de nombre de fécondité plus élevés dans la population jeune que dans la population plus âgée. Mais si on voit les structures de taux de fécondité à 18 ans, à 16 ans, à 15 ans, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, à 30 ans, nous verrons qu'ils sont égaux. Donc pour corriger cela, nous allons faire la même chose que pour l'espérance de vie. Nous allons calculer ce qu'on appelle un indice. Un indice scientifique de lien conjoncturel ou bien conjoncturel.
Ce sont juste des synonymes. Donc, c'est comme pour l'espérance de vie, nous allons considérer que les taux de fécondité ne changent pas au cours du futur. C'est-à-dire, ils sont restés. Si je veux calculer l'indice synthétique de fécondité pour l'année 2018, je vais considérer que les taux de fécondité de l'année passée n'ont pas changé et ne changeront pas dans le futur. Il s'agit là de calculer une espérance particulière qui est le nombre d'enfants qu'une femme espérera avoir au cours de sa vie. C'est-à-dire maintenant, avec cet indice, je peux calculer le nombre d'enfants que chacune d'entre vous espérera ou pourra avoir au cours de sa vie, jusqu'à l'âge de 50 ans. Okay? Il s'agit seulement de faire la somme des taux de fécondité spécifiques par âge de l'année dernière. Donc, je vais prendre l'année 2017 et je vais prendre le taux de fécondité à l'âge de 15 ans, plus le taux de fécondité à l'âge de 16 ans, plus le taux de fécondité à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc., jusqu'à 5 ans. Et la somme de tout ça, c'est pour ça qu'on s'appelle établissement des naissances réduites, et donnera l'espérance ou le nombre moyen d'enfants par femme qu'elle espérera avoir si les taux de fécondité ne se changeront pas. Si dans le futur les taux de fécondité augmentent, si les femmes deviennent plus fécondes, elles auront plus d'enfants qu'elles n'auraient espéré. Et si ces taux de fécondité baissent, elles auront moins d'enfants qu'elles n'auraient espéré. Donc c'est quelque chose qui change au cours du futur. Aujourd'hui, 2018, comme le taux de fécondité des femmes algériennes est à peu près de 3, peut-être l'année prochaine il sera de 2,8 et l'année d'après ce sera de 2,5. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Les indicateurs liés à la morbidité. Nous avons deux grandes catégories d'indicateurs qui sont l'incidence et la prévalence. Donc l'incidence va s'intéresser aux nouveaux cas de maladie au cours d'une période donnée, et la prévalence va s'intéresser aux cas existants à un instant donné ou au cours d'une certaine période. Lorsqu'on parle de prévalence, on va s'intéresser aux anciens et aux nouveaux, c'est-à-dire des cas présents qui existent à un moment donné ou qui avaient existé au cours d'une certaine période donnée. Les cas qui avaient guéri avant cette période ou cet instant ne seront pas considérés dans la prévalence. Okay? Dans l'incidence, nous nous intéressons toujours à une période de temps. Lorsqu'on parle d'incidence, c'est toujours une période, un début, une fin. Et on va calculer l'ensemble des événements ou de nouveaux cas de maladie dans cette période. Les cas de maladie qui existaient ou qui préexistaient, qui sont apparus avant le début de la période, ne sont pas considérés dans l'incidence. Okay? Dans l'incidence, c'est uniquement les nouveaux cas.
Alors, ce qui est en rouge, ce sont des périodes de maladie, et en bleu, ce sont des périodes où les individus sont malades. Voilà. Donc, il s'agit de là de ce qu'on appelle un diagramme différent de plusieurs périodes. Nous avons notre fenêtre de période commence à T1 et finit à T2. Ok? Donc, la question, quels sont les cas incidents et prévalents dans cette période? Les cas incidents, ce sont les nouveaux cas. Et les cas prévalents, ce sont les anciens et les nouveaux. Alors, le cas 1, s'agit-il d'un cas incident? S'agit-il d'un cas prévalent? S'agit-il d'un cas incident? Non. S'agit-il d'un cas prévalent? Voilà. Alors, pendant cette période, apparemment, il n'était pas malade. Donc, s'agit-il d'un cas prévalent? Non. Le deuxième cas, s'agit-il d'un cas incident? S'agit-il d'un cas prévalent? Voilà. Alors, là, il n'est pas bleu, pas malade. Rouge, malade. Donc, là, avant la période, il n'était pas malade. Pendant toute la période, il n'était pas malade. Il est tombé. Il est incident. Est-ce qu'il est tombé malade au cours de cette période? Non. Donc, il n'est ni incident, ni prévalent. Donc, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ne n'est pas considéré ni dans l'incidence, ni dans la prévalence. Parce qu'il n'est pas nouveau. Le troisième cas, s'agit d'un cas incident. Voilà. Il était déjà malade. Il s'agit d'un cas prévalent. Oui, parce que, au cours de cette période, le cas 4, s'agit-il d'un cas incident? Non, il s'agit d'un cas prévalent. Oui. Le cas 5, s'agit-il d'un cas incident? Le cas 6, incident. Est-ce qu'il s'agit de cas prévalent? Donc, les incidents, c'est c'est ça. Ils sont également prévalents. Okay. Ce cas-là est seulement prévalent, ce cas-là est prévalent. Vous remarquez que comme le 5, il est incident, non? Vous tombez malade pendant la période. Et par définition, il est prévalent, parce que la prévalence, c'est les nouveaux et les anciens. Donc, s'il y a incident, il est automatiquement prévalent. Okay. Vous remarquez que la prévalence est de période, c'est une prévalence de période, et l'ensemble des cas anciens et nouveaux. Les nouveaux et les anciens. Anciens parce qu'ils sont apparus avant la période. Mais ils étaient toujours malades au cours de la période étudiée. Alors, nous avons également ce qu'on appelle une prévalence instantanée. C'est comme une prévalence de période, seulement la période est là, par exemple, c'est l'année. Ici, ça sera le jour. Donc, ça sera les personnes qui étaient malades au cours de ce jour. Alors, quels sont les cas prévalents en TX? Prévalent. Le cas, non, le cas 3 et le cas 6 ne sont pas prévalents à cet instant, parce qu'ils sont plus malades et l'autre n'est pas encore malade. Vous arrivez à saisir un peu la nuance. C'est bon? Maintenant, nous avons l'incidence, qui est le nombre de cas nouveaux au cours d'une période donnée. La prévalence, qui est le nombre de cas nouveaux et anciens au cours d'une période donnée ou au cours d'un instant donné. Donc, nous avons deux types de prévalence. Une prévalence qu'on appelle
instantanée, une prévalence de période. C'est kiff. Seulement pour l'instantané, la période est assez courte. Nous pouvons également considérer la période d'un jour, la période d'une semaine, etc. C'est toujours une prévalence de période. C'est seulement des mots qui diffèrent. Okay. Et pour l'incidence, nous avons une seule incidence. Cependant, lorsqu'on veut calculer un taux d'incidence, nous pouvons calculer deux types de taux d'incidence. Un taux d'incidence qu'on appelle instantané, qui n'a rien à voir avec la prévalence instantanée, et un taux d'incidence cumulé. Donc, le taux d'incidence cumulé est une proportion. C'est la proportion de nouveaux cas de maladie parmi les personnes qui étaient à risque de cette maladie. Par exemple, j'ai une population de 1000 individus. Je la suis pendant une année ou 2 années. J'ai 30 cas de maladie. La proportion de cas de maladie parmi cette population, ça sera 30 pour 1000. Je ne m'intéresse pas à la durée. Que j'ai suivi pendant une année, ou pendant 2 années, ou pendant 3 années, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la proportion de cas de maladie parmi les personnes qui étaient à risque de cette maladie, au début de la période. C'est intéressant parfois lorsqu'on va faire investiguer une épidémie. On va l'appeler souvent taux d'attaque. Donc, ça sera le nombre de cas de maladie, par exemple une toxi-infection alimentaire, divisé par l'ensemble des personnes à risque de toxi-infection alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ont pris un repas particulier. Ok? Dans le taux d'incidence instantanée, nous nous intéressons également à la durée d'exposition. Ok? Vous vous rappelez la dernière fois, on a plus la durée d'exposition est longue, la durée de risque est longue, plus on a de chance de faire ou de développer l'événement, de développer la maladie. Donc si j'observe une personne pendant 2 ans, ce n'est pas la même chose que si j'observe pendant une année. Je dois la multiplier par 2. Donc dans le taux d'incidence instantané, je dois considérer les personnes temps. Donc je vais faire le nombre d'événements divisé par la somme des personnes temps, ou bien divisé par la population moyenne. Donc pour calculer un taux d'incidence instantané, je calcule le nombre d'événements au cours d'une période donnée divisé par la somme des personnes temps, ou bien par l'effectif moyen de la population au cours de période de temps, lorsque cette période de temps est égale à une année, un mois, etc. Donc est égale à une unité de temps. C'est les valeurs que dans cette condition. Okay. Et parfois, ce taux d'incidence instantanée est appelé densité d'incidence. Donc, taux d'incidence instantanée, densité d'incidence, c'est généralement Hadmoussa Moussahid. Cependant, parfois, on peut bien faire la différence. On appelle les densités d'incidence lorsqu'on va diviser par la somme des personnes. Mais on a vu que c'était quelque chose. C'est la même, ça donnera le même résultat. Donc, incidence, taux d'incidence instantané, taux d'incidence cumulé, prévalence, taux de prévalence instantané et taux de prévalence de période. Alors, pour le taux d'incidence, le taux d'incidence cumulé, comme le taux d'attaque, dans une épidémie, ce sera le nombre de personnes qui ont développé la maladie parmi les personnes qui ont consommé un repas. Pourquoi ce taux d'attaque est plus intéressant que le taux instantané ou le taux d'incidence instantané? Parce que généralement l'exposition est instantanée et limitée dans le temps. Le repas, c'est manger un repas et on va tomber malade. On va tomber malade peut-être dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Cependant, l'exposition, lorsqu'on va manger ce repas, la ne changera pas le risque de développer la maladie. Par contre, lorsque je m'intéresse à des radiations, la durée d'exposition entre en compte. Plus une personne est exposée aux radiations, plus elle a de chance de développer des lymphomes et des cancers. Dans cette condition, c'est plus intéressant de calculer des taux d'incidence instantanés ou des densités d'incidence. Ok? Voilà.
exercice que nous avons terminé. Vous avez un support. En principe, il est disponible à vos camarades sur leur site, à les externes, comme la page Facebook. C'est le même qui met l'année dernière. Un indicateur. Voilà, donc nous avons terminé le cours. Nous verrons le mercredi 3. Donc on a un cours de nutrition et on va faire le TD de ce cours. Ok? Un exercice sous forme de nombre, de proportion, d'indice, de preuve, de ratio ou de tout. Et nous avons vu pour calculer un tout, nous avons deux méthodes. En calculant le nombre d'événements au cours